Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci à Emerging Valley pour cette opportunité, d'abord de se connecter et puis de débattre ensemble la thématique Legal Tech, financement, accompagnement, quelle stratégie pour croître et scaler son business entre l'Afrique et l'Europe. Je vous propose d'abord de commencer par un petit tour en fait de table pour se présenter. Si vous me permettez, je vais commencer par me présenter. Imen Mawen, je suis en charge de l'offre innovation chez EY avec un focus sur l'Afrique francophone. Mais de plus en plus, on est en train de scaler notre offre dans la région MENA, là où il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Je vais vous passer la parole, à nos panélistes. Je commence par Sonia. Oui, bonsoir à tous. Sonia Mavouna, je suis avocate au barreau de Paris depuis bientôt 10 ans. J'ai la chance d'accompagner les startups et les fonds d'investissement en France et en Afrique francophone. J'ai donc fondé le cabinet Mavouna Avocat. On intervient sur des sujets liés à la levée de fonds et la mise en conformité des startups sur les sujets liés aux données personnelles et tout ce qui est octroi tout ce qu'on doit obtenir sur le volet réglementaire, notamment pour les fintech. Parce que tous les entrepreneurs ne peuvent pas avoir accès aux services juridiques des avocats, j'ai lancé aussi une Legal Tech qui s'appelle African Legal Factory et on a une mission qui est très claire, c'est d'armer juridiquement tous les entrepreneurs du continent. Donc, ce qu'on veut, c'est leur donner accès sur une seule plateforme à tous les services juridiques auxquels ils peuvent avoir besoin. Donc, ça va être des formations juridiques. On fait des bootcamps d'investment readiness où on redescend, par exemple, les clauses des term sheets ou des pactes d'actionnaires. On leur met également à disposition des templates de contrats à des prix accessibles. Et pour ceux qui doivent et veulent aller plus loin, on fait une espèce de solution de matchmaking pour qu'ils puissent avoir accès à leur avocat dans leur géographie et dans la spécialité à laquelle ils ont besoin. Donc, si je suis une start-up en Tunisie et que j'ai besoin d'un avocat en propriété intellectuelle, on va leur trouver cet avocat-là pour pouvoir avoir accès au service à un prix accessible et avoir une réponse locale. Super intéressant. On a hâte de découvrir beaucoup plus. Alors, je passe la parole à Vincent. Bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent Prévy, je suis le directeur du programme Chapter 54, qui est un programme opéré par Partech et qui apporte son soutien à des techs européennes plutôt matures qui cherchent à faire une expansion en Afrique. Donc, le programme est ouvert aux techs de l'ensemble du continent européen, quel que soit leur secteur, y compris des legal tech. D'ailleurs, très concrètement, aujourd'hui, on accompagne une legal tech bulgare dans son expansion sur le continent africain. Et on travaille également avec des noms connus de la tech comme Ebury, Ledger, SumUp, qui nous font confiance pour leur expansion. Super. Alors, Béa. Oui, bonjour à tous. Donc, Baya Bouzid, avocate collaboratrice au sein du cabinet DGS Avocats. J'interviens avec Maître Smadja qui n'a pas pu être là ce soir sur les opérations de levée de fonds. On accompagne aussi bien les jeunes entrepreneurs que les plus grosses structures. Et voilà, ravie d'être là ce soir parmi vous. Super. Alors, avec nous aussi, Eric. Oui, Eric Tanfo, bonjour à tous, bonsoir. Donc, je suis le fondateur de Fiatop, qui est un écosystème de financement participatif avec deux plateformes, une en dons et une en investissement, et puis un club d'investisseurs dédié pour financer ces projets-là. Et à côté là, on a également une structure de conseil qui accompagne les bailleurs de fonds dans la mise en place de programmes de financement et de digitalisation de l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà. Merci. Malek. Je suis le dernier du coup. Alors, vous m'entendez? Je m'appelle Malik Diouf, je suis le fondateur de l'Africa Mobile, qui est une start-up plus, parce qu'on existe depuis maintenant 9 ans. Nous avons mis en place une plateforme qui accompagne les entreprises africaines à communiquer et à faire du marketing mobile de façon efficace, notamment dans les pays de l'Afrique francophone. On a remarqué quand on a commencé notre activité que les marques et les entreprises africaines de façon globale ont deux grosses problématiques
quand il s'agit de communiquer et de faire du marketing. La première, c'est qu'on a une bonne partie de la population africaine aujourd'hui qui n'est pas connectée à Internet. Donc, ils ont des feature phones. Et d'autre part, il y a des gens qui ont des smartphones, dernière génération 5G. La deuxième problématique, c'est que presque la moitié de la population est illettrée. Et donc, pour une marque, comment est-ce que je fais pour communiquer et faire une campagne marketing efficace face à toute cette diversité-là? Nous, on a développé une plateforme all-in-one qui mixe un certain nombre de technologies. Il y a du SMS, il y a du SSD, il y a de la voix dans les langues locales africaines, notamment pour les gens qui sont illettrés, pour pouvoir avoir des messages plus impactants et qui sont surtout compris par les personnes à qui c'est destiné. Merci. Alors, comme vous savez tous, dès qu'on parle internationalisation, on parle aussi de défis pour les startups. Donc, les startups, dès qu'ils cherchent à scaler ou à chercher d'autres nouveaux marchés, ils sont face à deux défis. Un premier défi qui est le défi réglementaire, comment s'adapter sur la réglementation du pays, comment être conscient en fait des enjeux de la conformité, ça d'une part, mais d'autre part, il y a le deuxième enjeu qui est le financement. Comment se financer localement? Et tout le long de notre panel, on va aborder un débat sur ces deux sujets. J'ai commencé par Sonia. Sonia qui va partir plus tôt. Du coup, on va commencer ensemble par comment les solutions de LegalTech peuvent-elles simplifier et optimiser la gestion des aspects juridiques essentiels pour les startups. Alors oui, par définition, donc si on doit peut-être faire un rappel, les LegalTech, donc on va dire que c'est des startups qui sont spécialisées dans le domaine juridique et qui utilisent du coup toutes les nouvelles technologies pour rendre accessibles les services, que ce soit à des entrepreneurs, donc il y a des LegalTech qui sont destinés aux entrepreneurs, mais il y a aussi des LegalTech qui sont destinés aux professionnels du droit pour pouvoir mieux gérer leurs relations clients ou délivrer un service juridique qui est plus efficace. Donc, comment est-ce que les LegalTech, elles peuvent du coup simplifier ces services pour les entrepreneurs? Déjà, en donnant accès à des solutions qui automatisent, par exemple. Les solutions d'automatisation de contrats sont des solutions qui permettent, par exemple, de réduire le temps passé dans la rédaction de contrats. Je crois que les dernières études disent de quasiment 40%. Donc, pour un contrat qui va, par exemple, normalement prendre 5 heures à rédiger, être revu, passer dans les différentes équipes, en utilisant des solutions qui automatisent des contrats parce qu'on connaît les clauses et qu'on a déjà codé plus ou moins les clauses qui doivent être réutilisées, ça nous permet de, du coup, réduire le temps passé sur le contrat. Et donc, quand on utilise une solution d'automatisation de contrat, qu'est-ce qu'on a aussi comme conséquence? On a une réduction du prix. Et ça, c'est intéressant pour les entrepreneurs parce que du coup, on peut enfin avoir des services juridiques à un prix qui est beaucoup plus accessible. Si je réduis le temps passé par l'avocat, alors je réduis normalement, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, normalement, je peux également réduire le prix. Et du coup, la conséquence, j'automatise, je réduis le prix, mais surtout, je réduis le risque. Là, on parle par exemple des solutions LegalTech qui sont spécialisées dans les sujets liés à la compliance. Donc, il y a des solutions qui existent sur le marché, notamment sur les marchés européens, qui permettent de vérifier en direct que la start-up est en conformité avec les sujets liés aux données personnelles. On sait que, par exemple, quand on est en violation avec ces réglementations, que l'on soit au Sénégal ou à Paris, c'est quelque chose qui peut coûter très cher à la société puisqu'on est sanctionné en fonction du chiffre d'affaires. Donc, du coup, les solutions de LegalTech, elles permettent de gagner du temps, de réduire le prix et surtout de réduire les risques pour l'entrepreneur. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement important. Les gens ont peur du droit. Il faut devenir ami avec le droit. Et je trouve que les LegalTech et les solutions LegalTech nous permettent un peu de se réconcilier, notamment se réconcilier avec les entrepreneurs très tech, puisqu'on leur apporte des solutions SaaS. Ils savent comment est-ce que ça fonctionne et on leur fait des services juridiques derrière. Super. Eric, est-ce qu'il y a des éléments à rajouter par rapport à l'apport des solutions LegalTech pour les entrepreneurs? Déjà, je vais parler en tant qu'entrepreneur. Effectivement, je pense que les LegalTech sont importantes, mais elles ne font pas tout. Quand moi j'ai démarré Fiatop, il y a 8 ans, il fallait quand même bien aller voir un avocat et puis lui expliquer ce que je faisais.
À l'époque, j'avais regardé une Legal Tech pour des CGU. Mais alors, c'était vraiment des CGU pour vendre des services, des petits pains. Et ça ne fonctionnait pas quand on fait une plateforme de financement participatif, vous imaginez bien. Et donc, il fallait quand même aller... Alors, elle a parlé du temps à réduire. Il fallait, dans l'équation, quand même aller voir un avocat et puis lui expliquer et le projet. Et c'est là, quand même, où on voit tout le besoin d'équilibrer entre la Legal Tech, finalement, qui apporte ce que Sonia a bien décrit, et quand même le besoin de bien se faire accompagner. Maintenant, pour accompagner des startups qui cherchent des financements, je pense qu'effectivement, on n'a pas encore une assez bonne sensibilisation des startups sur ces volets-là, parce que moi, par exemple, typiquement, pour faire des contrats simples, aujourd'hui, les Legal Tech permettent de faire un CDD tout simple, hein, ou un contrat de partenariat assez simple, moyennant peut-être pas beaucoup. Et on voit beaucoup de startups qui demandent parfois des montants assez élevés. J'ai encore été assez effaré cet après-midi de startups qui font 5 millions de francs CFA de chiffre d'affaires et qui demandent 2 millions d'euros sur un panel. Alors qu'il y a plein de solutions qu'on peut identifier pour contourner ces verrous financiers. Et ça fait appel finalement pour les entrepreneurs à beaucoup d'imagination pour aller chercher des legal tech ou d'autres solutions en ligne qui leur permettent de commencer, de bootstrapper les business sans trop d'argent. Effectivement. Enfin, Sonia a évoqué le sujet conformité. Je pense qu'il y a un sujet clé en fait pour les startups. Et puis les startups ne pourront pas faire appel au consulting, je dirais, mais à travers Legal Tech, ils peuvent réellement gagner des pas et optimiser en fait le parcours, notamment au début de parcours. Voilà. Alors, ma question est pour Béa. Alors, quels sont les défis juridiques spécifiques auxquels les startups innovantes sont confrontées lors de leur expansion entre l'Afrique et l'Europe? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, dans le cadre de cette internationalisation, on va dire, font face à différents enjeux et différents défis. Donc déjà, outre la phase préalable qui va consister à aller chercher et analyser son marché cible, je pense qu'aujourd'hui, un des vrais enjeux, c'est la conformité avec les règles juridiques applicables dans le marché local. Donc vraiment tout l'enjeu va être de pouvoir avoir accès à ces règles juridiques applicables dans le pays concerné, que ce soit en droit des sociétés, droit fiscal ou encore droit social. Le plus important est vraiment de se conformer pour éviter justement d'en arriver à des conséquences catastrophiques pour la start-up ou pour l'entrepreneur. Ensuite, il y a aussi d'autres sujets, d'autres difficultés qui consistent notamment dans l'accès à l'information. Des fois, notamment plutôt en Afrique, on a un peu de mal à accéder aux informations juridiques relatives aux sociétés déjà existantes, par exemple. Il y a une certaine opacité. Aujourd'hui, je cite l'exemple en France, par exemple, de Papers, qui est un outil qui va permettre au grand public d'accéder gratuitement à des informations et des documents juridiques relatifs aux sociétés existantes. Je ne sais pas, je sais que c'est pas aussi simple dans d'autres pays. Ensuite, il y a aussi le problème qui est relatif aux formalités juridiques. C'est pas toujours simple pour un entrepreneur qui souhaite s'installer dans un pays ou un autre d'accéder facilement à l'administration et de pouvoir faire face aux défis entre guillemets de ces formalités juridiques-là. Effectivement. Je pense, Vincent peut nous témoigner peut-être ce que des entrepreneurs ont rencontré lors d'une internationalisation pour accéder à un nouveau marché ou pour attirer des investisseurs. Quels sont les défis juridiques en fait rencontrés pour s'y préparer à l'accès au marché ou aux investisseurs? Alors moi, mon sujet, c'est celui des techs européennes qui veulent aller en Afrique. Et quand on est une tech européenne et qu'on a l'habitude d'évoluer dans un environnement régulé, en fait, on a la vie facile en Europe. On a sa licence, par exemple, sur les sujets de paiement.
en France et on peut la passeporter facilement en Lituanie, en Espagne, au Portugal. Et donc se poser la question de l'internationalisation d'un business régulé, c'est aussi se poser la question de l'absorption de toute une nouvelle complexité locale. Alors, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas toujours évident. Et c'est pour ça, par exemple, que si on prend le sujet le plus connu, celui des fintechs, aujourd'hui, on ne voit pas un N26, on ne voit pas un Revolut sur le marché africain. Alors, il faut voir faut voir aussi le verre à moitié plein. Déjà, une manière d'absorber cette complexité, ça va être de faire l'acquisition d'acteurs locaux. On n'y est pas encore, mais je pense que ça viendra très bientôt. Une deuxième manière de voir le verre à moitié plein, c'est de se souvenir que si l'Europe n'a pas inventé Internet, l'Europe a créé la GDPR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le cadre de régulatoire qui est mis en place en Europe dans le domaine digital est de plus en plus imité sur tout un tas de sujets sur le continent africain. On le voit sur la GDPR, on voit sur le statut d'établissement de paiement qui est en train de se diffuser dans un certain nombre de pays. On le voit sur le sujet de l'identité digitale qui est couvert au sein de l'Union européenne par l'IAIDAS. Et on voit des pays qui adoptent progressivement ce type de législation, ce qui crée souvent un espace de marché naturel pour des acteurs qui, by design, car étant européens, sont compliant avec ces régulations ou qui s'approchent de l'être. L'exemple, moi, très concret, c'est celui d'une société qu'on accompagne qui s'appelle Evrotrust, une superbe legal tech bulgare et qui, aujourd'hui, engrange des clients au Kenya, et notamment auprès de cabinets d'avocats, parce que le Kenya s'est très, 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 très largement inspiré de l'IAIDAS européen pour réglementer le sujet de l'identité digitale et des e-signatures qualifiées. Donc, un défi que de l'absorption de la complexité réglementaire lorsqu'on passe de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi des opportunités. Oui, clairement. Non, clairement. Je retourne vers toi, Sonia, pour justement poser la question sur les innovations en matière de legal tech. Alors, c'est un secteur qui est jeune, j'ai envie de dire. C'est un secteur dans lequel il y a de l'investissement, mais le montant, je crois que les dernières études que j'ai vues, c'était un montant d'à peu près 1 milliard qui avait été réalisé. Donc, c'est important, mais à côté des fintechs, par exemple, ça reste quand même très peu. Donc, il y a les legal tech, elles peinent à lever des fonds parce qu'on a cette barrière du juridique, de la digitalisation, de ce marché jeune, de business model aussi. Les legal tech sont encore en train de chercher un business model rentable. Celles qui font le plus de cash sont celles qui, du coup, travaillent directement pour les avocats, pour ces grosses structures, du coup, pour être vraiment dans un modèle B2B. Celles qui sont dans le B2C, ils peinent à trouver un business model. Donc, pour le moment, on manque de cash. Donc, j'ai envie de dire que l'innovation, elle va peut-être un peu plus lentement que dans d'autres secteurs, mais il y a quand même de l'innovation. Ouais, clairement. Bien sûr, il y a ChatGPT et ChatGPT atteint tout le monde. Mais on avait commencé en fait à innover dans le secteur du juridique avant même. On a par exemple notre grand-père, on va dire, qui s'appelle Ross. C'était une intelligence artificielle qui a été développée aux US et qui a pour objectif d'aider les avocats à revoir les datas liées aux décisions de justice. Et donc, du coup, parce qu'on sait, par exemple, donc c'est une solution américaine, que X juge a l'habitude dans cet État de rendre sa décision dans X sens-là. Donc, du coup, moi, dans mon cas qui va arriver, j'ai 90% de chances que la décision, elle arrive dans ce sens-là. Donc, l'intelligence artificielle était déjà présente dans le volet juridique. Je pense que là, avec le développement de tout ce qui est en train de se passer avec ChatGPT, ça va aller très, très vite. Même si, moi, par exemple, j'ai fait partie des personnes qui étaient hyper excitées au début en me disant « on va lancer le ChatGPT de X ». On a été très rapidement, je dis on, avec d'autres confrères, on a ralenti un peu sur le pas parce qu'on s'est rendu compte que des solutions, par exemple, comme ChatGPT, d'un point de vue juridique,
pour les utilisateurs qui étaient des entrepreneurs était catastrophique. J'ai pas retesté de manière approfondie, par exemple, les dernières, la version 3, 5 et 4, qui est quand même meilleure que les premières versions. Les premières versions inventaient les décisions de justice. Voilà. Donc, du coup, utiliser ChatGPT quand on n'est pas juriste, c'est très dangereux. Vraiment, parfois, au début, ils inventaient des articles de loi en droit français qui n'existaient absolument pas. Carrément. Donc, intelligence artificielle, mais bien maîtrisée, je pense, du coup, entre les mains des avocats pour pouvoir réduire notre temps de travail. Moi, par exemple, j'utilise au quotidien, mais plus pour revérifier des éléments. Et de toute façon, lorsque l'IA dégénère un petit peu, je sais que c'est pas vrai. J'ai ce recul-là pour les entrepreneurs. Je pense que c'est pas, on n'y est pas encore et ça va être plutôt un outil à notre service, nous les avocats. Après, il y a aussi le succès des plateformes qu'on va appeler des plateformes collaboratives, où là, du coup, c'est les entrepreneurs qui vont contacter directement les avocats ou acheter des contrats, etc. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a des startups comme LegalZoom, par exemple, qui ont déjà fait leur IPO aux US. Autre cas d'usage, niveau innovation, blockchain. Sécurisation des contrats. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont en train de se développer. On a voulu le faire, par exemple, depuis très longtemps en Afrique sur les sujets d'enregistrement des titres fonciers. Je pense que c'est un cas d'usage qui va se multiplier et qui va du coup arranger beaucoup de problèmes qu'on rencontre sur le continent. Et enfin, d'un point de vue innovation, pour moi, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est lié à l'éducation. Je pense qu'on a tous été très vite, nous, praticiens, avocats, quand on parlait de Legal Tech, dans automatisation des contrats, on va vendre les contrats. Mais en fait, si on n'explique pas ce qu'il y a dans le contrat, si on n'explique pas à l'entrepreneur qu'en fait, c'est pas un contrat de prestation de service qu'il doit signer, mais c'est un pacte d'associés fondateurs parce que la personne avec laquelle il contracte, c'est son associé dans la société, ça ne sert à rien. Donc moi, je mets énormément d'énergie dans le contenu, le juridique. J'ai une équipe qui est vraiment dédiée sur les problématiques, qui est spécialisée dans les sujets de SEO, parce que je veux vraiment que les gens, en tapant sur Google des problématiques sur comment est-ce que je fais pour avoir un pacte d'associés en Guinée, ils puissent avoir accès à l'information. Donc le volet aussi EdTech est quelque chose qui est très important. Et il y a d'autres Legal Tech dans les pays anglophones qui s'attardent aussi sur le sujet. Donc voilà. Merci pour cette discussion. Je pense que cette première partie confirme bien que la Legal Tech est un levier qui accélère l'internationalisation des startups, qui accélère en fait leur positionnement dans de nouveaux pays. Et puis l'innovation en matière de Legal Tech reste encore en plein, je dirais, réflexion. Effectivement, il y a encore le sujet du business model, il y a encore le sujet de l'IA, l'efficacité de l'IA. Et là, on aborde tout ce qui est EdTech aussi, qui reste encore très ambitieux. Très bien. Là, on va passer à la deuxième partie, qui est le financement. Avant que tu passes sur la deuxième partie sur le financement, Malek. je voulais juste rebondir sur les deux sujets. On a dit une bêtise. Non, vous n'avez pas dit une bêtise. Il y a sur le fait de dire n'ayez pas peur du droit. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire là, la pédagogie, la clé est là. Les entrepreneurs, ils ont peur de rien. C'est pour ça qu'ils sont entrepreneurs. Par contre, il manque de pédagogie sur les sujets de droit. Souvent, quand on a en face de nous des professionnels de droit, on les écoute. Parfois, on comprend 10% du discours, quoi. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce travail-là à faire pour nous rendre les choses accessibles. C'est comme nous, la tech. Il se passe des choses extrêmement complexes au niveau de la tech, mais on vous masque ça. On arrive avec des interfaces simplifiées. Ouais. Si on vous disait tout le code sur ce qu'il y a derrière, vous n'alliez pas sûr. Et donc, c'est surtout ça. Et je pense que la voie que vous êtes en train de prendre, qui est de dire, je vais faire de la pédagogie, je pense que c'est la bonne. Et je voulais rebondir aussi sur avant qu'on clôture la session, hein, sur le fait de dire que effectivement, la problématique qu'on peut éventuellement avoir quand on part de l'Europe pour venir se développer en Afrique, la question de la fragmentation. C'est très fragmenté. Mais la bonne nouvelle est que c'est pas beaucoup dit. On n'en parle pas assez. En Afrique, on a fait des efforts extraordinaires avec le système OHADA, qui existe depuis 25 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça existe depuis 25 ans. L'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique existe depuis 25 ans. Et aujourd'hui, vous avez 18 pays qui sont membres de ça.
C'est-à-dire que vous créez une entreprise au Sénégal avec des textes juridiques qui sont valables au Sénégal, ces mêmes textes sont valables en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Togo, en RDC, au Cameroun et. On n'est pas encore au niveau européen parce qu'évidemment, il y a une certaine avance qui avait été prise. Mais Il ne faut pas tout prendre non plus. Hein. Oui, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a. Et la réglementation WADA est meilleure que la réglementation de certains pays européens. Hein, parce qu'on s'est vraiment inspiré, on a fait un benchmark de différents. J'aurais du mal à juger celui qui est meilleur. Les outils, c'est très. Ouais. Mais voilà, tout ça pour dire avancé. qu'il y a aussi des efforts qui sont en train d'être faits. Et je pense que les États sont de plus en plus conscients de ça. Ils sont en train de se mettre à niveau. Très bien, merci Malek. Et là, on va revenir à Vincent, justement, pour parler financement. Et quelle serait la stratégie, en fait, à adopter par les startups pour se financer, justement, quand on parle d'internationalisation entre Afrique et l'Europe? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on commence à voir, c'est que lorsqu'une legal tech cherche à lever de l'argent auprès de fonds d'investissement en Europe, elle peut le faire sur la base d'une promesse d'expansion géographique qui couvrira l'Afrique. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, le continent effraie moins que ce qu'il a pu effrayer dans le passé. Il suffit juste de démontrer que lorsque on est une legal tech, en fait, on va rarement servir un marché de consumer parce que le marché des consumers africains n'est pas complètement appréhendé par les investisseurs européens, mais qu'on va servir des B2B. Et là, en général, c'est beaucoup plus simple. Lorsqu'on leur dit qu'on va aider des entreprises, au travers de leur directeur juridique, qu'on va aider des professionnels, des avocats, des notaires, ou ce qui en tient lieu en fonction des différentes juridictions, là, on a un capital de sympathie qui augmente. Parce qu'on dit, tiens, en fait, vous proposez une solution qui va adresser des gens qui ont les moyens de se l'approprier et dont le niveau de maturité sur leur sujet cœur, métier et technologique, va leur permettre d'absorber le produit que vous proposez. Donc, sur les sujets B2C, je serais prudent en ce qui concerne l'expansion de Legal Tech de l'Europe vers l'Afrique. Sur les sujets B2B, j'encouragerais les entrepreneurs à être ambitieux dans les ambitions qu'ils ont vues d'Europe pour ce qu'ils veulent faire en Afrique. Très bien. Eric, par rapport à ta propre expérience, quelle serait justement la stratégie que vous conseillez aux entrepreneurs africains quand ils veulent s'installer en Europe pour se financer? D'accord. Alors moi, on est plutôt, nous, à refreiner un peu les ardeurs, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas fini de maîtriser leur marché et qui veulent scaler en Europe. Ça devient presque même un réflexe. On a l'impression qu'ils se disent que c'est important pour séduire les investisseurs. En réalité, en tant que véhicule d'investissement, on est très regardant sur ce point d'expansion. Il dit beaucoup de choses de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui n'a pas maîtrisé déjà un domaine et qui veut s'étendre montre peut-être parfois une compréhension pas assez fine de son marché. Parce que quand on veut s'étendre alors qu'on n'a pas maîtrisé, qu'on n'a pas fini de conquérir, en tout cas avec les outils qu'on a sur le marché, ça montre peut-être des choses. Et donc, j'ai envie de dire que nous, on est plutôt à accompagner les entrepreneurs à déjà bien avoir une bonne compréhension, une bonne maîtrise du marché sur lequel ils opèrent, le marché du pays. Ensuite, d'essayer de scaler autour. Parce que autour, quand on fait par exemple des jus naturels ou qu'on vend des accessoires en tissu noble africain, on peut scaler autour parce qu'on a une problématique de transport qui n'est pas trop compliquée. Et donc, on peut facilement acheminer ces produits autour. Et donc, progressivement, comme ça, scaler dans la région. Nous, on a un véhicule d'impact. Et donc, qui dit impact dit qu'on n'aime pas trop ce principe consistant à fabriquer au Burkina Faso et à nécessairement vouloir le vendre en Allemagne. On considère que ça a peut-être une empreinte, ce circuit de vente a peut-être une empreinte écologique qu'on n'a pas envie de financer. Donc, j'ai envie de dire qu'on est assez précautionneux. Maintenant, sur un entrepreneur qui, de façon très évidente, a la capacité de, par exemple, scaler en Europe, typiquement dans les services informatiques. On voit aujourd'hui beaucoup de startups européennes qui viennent chercher des pépites directement en Afrique à la sortie d'école.
et qui, en fait, nous sèvrent. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter des développeurs, par exemple, au Cameroun, au Bénin, parce que des startups françaises viennent les prendre à moins de 1000 euros, là où on peut pas faire ces prix. Et donc, sur ces services-là, effectivement, qui sont facilement scalables, qui sont facilement exportables, on peut effectivement accompagner des entrepreneurs à vendre des services tech sur des niches qui n'ont peut-être pas été adressées en Europe, parce que du coup, cette façon de scaler n'a pas les externalités négatives qu'on trouve, par exemple, quand il faut scaler un business avec du produit. Effectivement. Et là, en fait, j'ai quand même une autre question, en fait, par Ouais. rapport à l'accès au financement Ouais. en Europe. Est-ce que pour un entrepreneur africain Ouais. qui part de son pays vers l'Europe, est-ce qu'en termes de levée de fonds, de financement, est-ce qu'il y a assez, en fait, d'informations d'abord? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement sur le sujet? Comment, justement, Ouais. vous jugez De l'expérience que j'ai, c'est quand même difficile. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs fois pitcher des entrepreneurs du continent ici, mais les investisseurs, parfois, ils sont un peu perdus. Ils osent peut-être pas le dire parce qu'on leur explique, on leur pitch des services dont ils ne comprennent pas la douleur. C'est-à-dire qu'un investisseur de base comprend d'abord la douleur. Une fois qu'il a compris la douleur adressée, il s'installe pour comprendre comment ça peut scaler, comment le produit peut avoir du potentiel. Et j'ai souvent vu beaucoup d'entrepreneurs qu'on amène ici dans des programmes de bailleurs et autres d'échange. On les amène ici voir des investisseurs qui ne comprennent pas leur langage et qui ne comprennent pas leur marché. Et du coup, il n'y a pas match. Match au sens que ça ne matche pas entre investisseurs et entrepreneurs parce qu'on n'a pas compris. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est peut-être sur le continent, c'est peut-être des bailleurs ou des financeurs qu'il faille peut-être éduquer au business de ces entrepreneurs-là d'une certaine façon pour qu'ils aillent sur le terrain. Et je dis le terrain, les voir, parce que ce n'est pas la même chose de sortir de Bamako ou de Douala et de venir pitcher son produit ici dans l'hiver où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas à côté de son unité de production, que de le pitcher dans sa boîte, parce que du coup, on a du mal à raconter ce qu'on fait à 6000 km. Et du coup, l'investisseur, c'est difficile de le capter. Vincent? Oui, je pense que c'est aussi la peine de mentionner le rôle très spécifique des personnes issues de la diaspora. Nous, parmi les entreprises qu'on accompagne, on a des entreprises qui sont des entreprises européennes, dont les clients sont en Europe, dont les users sont africains, mais dont l'un des fondateurs ou l'un des deux fondateurs est issu de la diaspora. Et ça donne une saveur particulière à l'entreprise et ça lui donne une capacité à la fois à adresser des clients en Europe, des diasporas en Europe, et demain à aller chercher des financements pour adresser les besoins de clients en Afrique. Aujourd'hui, nous, à Chapter 54, il y a une entreprise qui est très clairement dans cette logique-là. C'est une société qui est dans le marketing digital, qui avait développé une expertise forte autour de l'adressage des audiences diaspora, et qui s'est dit à un moment, il faut que je sois cohérent avec mon histoire, il faut que je sois désormais aussi en mesure d'adresser les besoins des Africains en Afrique, et qui, pour ce faire, a rejoint le programme pour aller conquérir des parts de marché et faire connaître leur savoir et leur technologie sur le continent. Ah, super. Malek? Alors, pour maximiser justement le succès à l'international, une fois l'entrepreneur est installé, quels sont les avantages en fait pour la compagnie justement? Bon, avant de répondre à cette question, je suis expert en rebondissement sur certains sujets. Je suis assez d'accord avec toi, Eric, sur l'idée de dire que il faut d'abord comprendre son écosystème avant d'essayer d'aller plus loin. Après, ça dépend aussi du produit et du modèle économique. Hein? C'est vrai que la question de l'impact n'est pas forcément tout de suite compatible à du scaling rapide, avec des ambitions assez fortes comme peuvent l'avoir certains entrepreneurs. Mais les entrepreneurs africains peuvent bien venir ici, pitcher à des investisseurs européens qui peuvent mettre des tickets. Pour que ça marche, au-delà de ma casquette d'entrepreneur, je suis aussi très impliqué dans l'écosystème sénégalais des startups. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, la difficulté de la plupart de nos entreprises, c'est au démarrage. Et donc, pourquoi c'est aussi compliqué aussi pour
l'investisseur occidental, c'est que souvent, il n'y a pas assez de matière pour pouvoir comprendre. Parce que souvent, même si le sujet est complexe, si j'arrive à voir qui est le client, combien il paye, qu'est-ce qu'il paye, quelle est la marge, je peux te dire que ce langage-là est universel. D'accord ? Par contre, au début, vu qu'on commence, on est sur une problématique qui est afro-africaine. Les gens ont besoin de faire des preuves. Et c'est là où je pense aussi que les personnes de la diaspora ont un rôle extraordinaire à faire. C'est d'accepter de commencer à financer, mais sur des petits tickets, ces types de projets. Je vous assure, moi j'ai investi dans 3 projets. C'est des gens, ils n'ont pas besoin de plus de 2 000 €. Il y en a un, on a investi chez eux il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils font plus de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Mais si cet investissement-là n'avait pas été fait il y a 3 ans pour lui permettre d'acheter la machine, d'embaucher les 2 premiers employés pour commencer, jamais il serait arrivé à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire à quel point je suis aligné avec tout ce que tu dis. Comment on fait pour maximiser ? J'ai envie de dire comme tous les entrepreneurs. Hein. Donc, à partir du moment où on sait, il y a une vérité qui est là, c'est que le capital est plus vers le nord. Et moi, je rajoute que les opportunités sont plus vers le sud. et donc, il faut travailler à connecter les deux. Nous, c'est l'Africa Mobile, ça, on l'a compris, à la fois au niveau de notre management, mais également au niveau des types d'investisseurs qu'on va aller chercher. Tu parlais de la diaspora. Nous, de notre comité de direction, on est 5, on a 3 personnes issues de la diaspora. D'accord ? Mais on a mélangé les choses. On a aussi des gens locaux qui comprennent cette problématique locale-là, qui fait qu'en fait, finalement, le match, il y a un fit, c'est cohérent. D'accord ? Donc, à la fois au niveau des équipes, mais aussi au niveau des investisseurs. Dans notre board, on a 2 Toubabs, 2 Européens, des gens qui viennent et on a 3 Africains. Un serial entrepreneur qui a eu du succès en Europe et un serial entrepreneur qui a eu du succès en Afrique. Un ancien DG d'un opérateur en Afrique et un ancien directeur commercial d'un opérateur européen. Et c'est comme ça qu'on maximise. C'est-à-dire qu'au moment donné, chaque écosystème a ses spécificités. Et le fait de pouvoir le sentir et de pouvoir le vivre, j'ai un ami croate qui disait que la douleur de la brûlure, il n'y a que les gens qui se sont brûlés qui savent à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui ne s'est jamais brûlé, il peut t'en parler, il peut avoir de la compassion, mais il ne sait pas ce que ça signifie s'être brûlé. Et donc, nous, on croit à ça. Donc, ces problématiques-là, on sait qu'ils ne vont pas le comprendre. Mais on a des gens qui ont foi en nous pour nous accompagner et qui vont être le relais pour pouvoir expliquer ça le jour où ils ont un investisseur occidental qui est intéressé par les opportunités qu'il y a dans les pays africains. Et du coup, on retient quoi ? Premier facteur, une équipe mixte ? Bien sûr. Okay. Enfin, en tout cas, pour ceux qui veulent adresser entre l'Afrique et l'Europe, avoir que des équipes africaines ou avoir que des équipes européennes, c'est pas conseillé. C'est difficile. Ouais. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont extrêmement doués, qui sont capables de faire des choses très difficiles, mais en tout cas, c'est moins facile. Mais aussi dans l'accompagnement, les gens qui sont autour. Ouais. C'est-à-dire que mon projet, ce n'est pas que l'équipe qui développe. Il y a aussi tous les anges gardiens qui sont autour. Ouais. Et parfois, la solution part de ces anges gardiens-là. Il ne faut pas négliger ça. Il faut s'ouvrir. Il faut laisser aussi ces personnes-là pouvoir venir et intervenir et accompagner l'entreprise dans son développement. Bah, très bien. Ça nous ramène à notre dernière question. Et c'est pour toi d'ailleurs. Quels sont les rôles des incubateurs et des accélérateurs, les réseaux d'affaires, pour justement accompagner l'internationalisation des startups ? Superbe question. J'ai fait d'incubateur à incubateur. Elle sourit parce qu'elle fait partie des structures qui nous accompagnent sur le Sénégal depuis 4-5 ans, Haïfa. Donc l'ITC, avec leur programme NTF4, où à l'époque, nous, on n'avait besoin que de ça. On a une ADN nous, très forte, très fort en tout cas pour aller à l'international. Et nos premiers soucis, c'est comment on fait pour prendre l'avion et amener les équipes. Vous voyez, ça paraît très, très simple. Mais quand on commence, c'est une vraie problématique en fait. Comment est-ce que je peux prendre une équipe au Sénégal pour l'amener prospecter en Côte d'Ivoire ?
c'est à 2 heures de vol, mais au début, c'est un vrai problème Ouais. pour nous. Et donc, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des acteurs comme ça qui étaient là, qui préfinancent, qui financent, je dis préfinancent, mais ils financent complètement le voyage, qui préparent le terrain. Et nous, venant du Sénégal, on était capable de rencontrer les acteurs pertinents et parler avec eux pour faire des affaires. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'organisations sur place qui sont là pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Et franchement, aujourd'hui encore, je la remercier, parce que je ne sais pas comment nous, on aurait fait sans ce type d'organisation. D'accord ? Et deuxième point, c'est les incubateurs et les accélérateurs. Pour moi, quand j'ai commencé en 2014-2015, personne de la diaspora, je connaissais très bien l'écosystème en France. Je retourne au Sénégal, je me dis, bon, écoute, Malik, il faut pas que tu commences comme ça, il faut que tu ailles voir les structures d'accompagnement et que tu benches, tu leur parles à chacun, tu vois les avantages, les inconvénients. J'étais parti avec mon fichier Excel. J'arrive au Sénégal, je dis, bon, alors, il y a combien de structures d'accompagnement? Il me dit, quoi? Structure de quoi? D'accompagnement? Sur les 10 personnes que j'ai interrogées, une a été capable de me dire, ah oui, au Sénégal, je connais CETIC Dakar, qui est le premier incubateur francophone de l'Afrique de l'Ouest. Et à l'époque, il y avait un espace de coworking qui s'appelait Joko Labs. Joko Labs. D'accord? J'ai envoyé des mails, j'ai jamais eu de réponse. J'ai pris le taxi, vous savez, les jaunes noirs là, à Dakar. Et je suis allé. Et donc, ces premières personnes qui nous ont accueillis, qui avaient compris à moitié notre projet, mais étaient suffisamment bienveillants pour nous donner le cadre pour pouvoir nous développer en local. Il y en avait 2 à l'époque. Il y en avait 2. Aujourd'hui, vous retournez au Sénégal. Je crois que j'arrive même plus à les compter. Il y en a chaque coin de rue. Ouais. Là, de tête, je peux vous en citer une dizaine, une quinzaine d'incubateurs, d'accélérateurs. Pour vous dire à quel point aussi l'écosystème a gagné en maturité. Ouais. D'accord ? Mais ce n'est pas en question de nombre, mais aussi en question de qualité. Même l'État s'y est mis. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a une agence qui s'appelle la DER, qui est une agence de l'État qui peut investir en equity dans les entreprises. C'est extraordinaire. Enfin, moi, à l'époque, si on m'avait dit, j'aurais dit non, c'est une blague, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a toutes les petites boîtes sénégalaises, start-up, vous voyez, la plupart, ils ont reçu de l'argent de la DER. Il faut commencer par là. Parce qu'au final, rappelez-vous ce que je disais au début. En réalité, c'est de ça dont les gens ont besoin pour démarrer. C'est fonds d'amorçage. Et donc, les incubateurs, les accélérateurs devraient concentrer leur effort là-dessus. J'ai taquiné mon grand frère Tidjane Dem de Partech, ton cousin. Au début, ils sont arrivés avec, d'ailleurs, tous les grands investisseurs qui sont arrivés sur le continent à cette époque, avec des montants de 1 million, 2 millions de série A. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont investi dans aucune de nos boîtes qui étaient dans l'Afrique francophone. Ils étaient obligés d'aller, pour défendre leur thèse, obligés d'aller au Nigeria, en Afrique du Sud, mais parce que ce n'était pas adapté. Mais pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est que à ce stade-là, ils n'ont pas besoin de autant. Ils ont besoin de très peu d'accompagnement et de structuration. Et fort heureusement, aujourd'hui, les États sont en train de le comprendre. Ils sont en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre à ces pépites-là de se développer. Alors moi aussi, je sais rebondir. Et peut-être juste pour légèrement corriger, en fait, effectivement, donc je travaille chez Chapter 54, qui fait partie de la galaxie Partech. Partech a investi en Afrique francophone. Ils ont investi dans Jamo, dans Wave, ils ont investi dans 2, si ce n'est 3 sociétés au Maroc. Donc effectivement, ils ont investi davantage dans des pays anglophones, mais ça tient à une réalité qui est les démographies d'Afrique anglophone, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte, sont plus importantes. Donc il est normal qu'elles soient davantage le réceptacle de ces investissements que les pays d'Afrique francophone. Mais pour le coup, il y a donc un bon tiers, je pense, des investissements produits par Partech qui ont été réalisés en Afrique francophone par mon cousin Tidjane. Si je peux prolonger un tout petit peu, donc pour mémoire, donc moi je travaille sur un programme d'accompagnement des techs européennes qui veulent aller en Afrique. Quand nous on a conçu ce programme qui est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de financement à la clé, c'est vraiment du pur support.
ce dont on s'est rendu compte, c'est que s'adressant à des gens qui travaillent dans des sociétés depuis 5-10 ans, qui ont déjà un certain niveau de maturité, on est plus sur des gens de 35-40 que sur des gens de 25-30, il était inconcevable que les personnes qui allaient les accompagner, leurs mentors, soient des personnes qui viennent du monde de l'investissement, qui n'aient pas d'expérience opérationnelle. Donc quand on a conçu le programme, on s'est dit, tous nos mentors doivent être des gens qui ont fait des choses en Afrique et qui sont disponibles pour partager. D'ailleurs, c'est la baseline du programme, by doers, with doers, for doers. Donc, dans notre pool de mentors, vous verrez des gens qui viennent de Flutterwave, de Faori, de Jumia, donc des anciens C-level de ces boîtes-là. Aussi des gens qui viennent de corpos africains, parce que c'est important. C'est souvent les premiers partenaires des boîtes européennes lorsqu'elles font leur expansion en Afrique. Et c'est ce à quoi on s'est attaché, parce qu'on est dans une position singulière, à savoir que le programme... C'est un programme dans lequel ce sont des personnes qui ont réussi en Afrique, qui expliquent à des Européens comment réussir en une expansion en Afrique. Et ce genre de jeu à 3 bandes est plutôt rare et on essaye de le faire vivre. Très bien. Je pense effectivement, en fait, pour une expansion réussite, que ce soit pour l'entrepreneur africain en Europe ou pour une start-up européenne en Afrique, être accompagné par un réseau d'affaires, être accompagné par le bon accélérateur, et c'est une clé de succès. Et puis aujourd'hui, on se réjouit quand on voit les mappings à chaque fois, les structures d'accompagnement, et surtout en Afrique, on voit de plus en plus dans tous les pays africains. Du coup, ce n'est plus un sujet d'être accompagné ou de chercher en fait le bon acteur pour m'accompagner. Après, je pose une question ouverte. Pour un entrepreneur africain, je vais à un pays européen, comment je vais choisir la meilleure entité ou le meilleur acteur pour m'accompagner? Ouais. On fait un tour, en fait. Je pense qu'il faut s'entourer d'un professionnel qui maîtrise et connaît très bien l'écosystème local. Je pense qu'aujourd'hui, on a accès à ce genre d'informations, même en tapant sur Internet. Enfin, c'est pas... on peut en tout cas on peut avoir accès à des professionnels qui maîtrisent les sujets locaux et qui peuvent nous accompagner au mieux. Et je pense que c'est là qu'on voit un peu la limite de ces legal tech. Par exemple, je prends l'exemple des avocats. Jamais une legal tech ne pourra réellement remplacer un avocat qui lui va nous donner un accompagnement personnalisé, qui sera plus un business partner, contrairement à une legal tech qui, elle, va nous donner des contrats standards, des templates, des choses comme ça qui ne sont pas forcément toujours adaptés aux besoins des entrepreneurs ou des startups. Très bien. Eric? Oui, moi je pense que on a un exemple chez nous, une boîte qu'on accompagne au Burkina Faso qui fait du Faso Danfani, qui le fait très bien, qui fait vraiment de la maroquinerie de haute valeur. Et en fait, ce que je pense, c'est que du coup, en venant là, je les vois plutôt venir pour des programmes stages de 3 mois où ils vont par exemple chez Louis Vuitton, maroquinier internationalement reconnu, pour justement parfaire un art particulier. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt des structures comme ça. On est en train de regarder des structures comme ça qui commencent à développer aussi des incubateurs, des espèces d'incubateurs nord-sud. J'ai envie de dire que voilà, moi j'inscris ce mouvement dans le cadre d'une spécialisation scientifique, technologique, pour un retour pour mieux exercer. Parce que moi, je pense que, comme l'a dit Malik, on est plutôt dans le moment du nord vers le sud. Bientôt, les ingénieurs formés en France iront entreprendre déjà. Il y a un exemple d'entreprise il y a quelques années, 2 HEC et 1 central qui sont allés former une entreprise en Afrique qui faisait la distribution de matériel en e-commerce. Bon, ils ont fermé aujourd'hui, mais c'est pour dire qu'on est plutôt dans le moment du nord vers le sud. Et moi, je ne vois pas les entrepreneurs venir ici s'incuber pour s'installer. Je les vois s'incuber pour parfaire un art et aller continuer. Très bien. Alors moi, j'encouragerais les plus matures des tech africaines, vraiment des scale-up, à envisager pas seulement le marché européen comme un endroit où dupliquer des choses qui marchent en Afrique, mais aussi comme un endroit où faire vos courses. À savoir qu'il y a plein de petites pépites européennes
qui cherchent des exits et qui vont peut-être pas les trouver en Europe, et pour lesquels les scale-up africaines peuvent être des racheteurs potentiels, des exits potentiels. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui d'une scale-up égyptienne qui s'appelle Amsmart, pardon si je massacre la prononciation arabe, et qui, il y a quelques mois, a racheté une pépite allemande, non pas pour avoir des parts de marché sur le marché allemand, mais parce que cette pépite allemande faisait de la prévisualisation 3D. Et donc, en rachetant cette pépite allemande, ce site de e-commerce égyptien, qui est spécialisé dans les meubles, a absorbé cette capacité à offrir de la prévisualisation 3D à ses clients. Donc, j'encourage les plus matures à regarder ce type d'histoire, parce qu'elles sont peut-être finalement plus évidentes que des histoires d'expansion classiques. Ouais, effectivement. Malek, dernier mot? Écoute, moi, je pense que les choses peuvent être beaucoup plus transversales que ça. C'est pas que le nord et le sud, mais il y a aussi la version horizontale. C'est-à-dire que nous, dans notre industrie des télécoms, on regarde beaucoup ce qui se passe en Amérique du Sud et ce qui se passe en Inde. Et qui ont l'air d'être des marchés complètement éloignés, mais en réalité, dans les faits, quand on regarde ce qui se passe, on a des usages qui sont plus ou moins similaires. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est typiquement l'utilisation du WhatsApp et de la façon dont c'est utilisé en Amérique du Sud. Meta a même dû faire des partenariats avec des spécifiques, avec des acteurs sud-africains, parce que l'usage est très spécifique là-bas, mais ressemble beaucoup à ce qui se fait en Afrique. D'accord ? Et donc, je pense que quand tu es entrepreneur, il faut aller prendre ce qu'il y a à prendre partout dans le monde. Ouais, effectivement. D'accord ? D'abord, en termes d'apprentissage, on peut apprendre beaucoup de ce que font les entreprises européennes, mais aussi sud-américaines, mais aussi asiatiques. Les Indiens, ils sont très avancés sur la tech. On a beaucoup de choses à apprendre de l'Inde et de la Chine. Mais figurez-vous quoi, que les entrepreneurs européens ont également beaucoup de choses à apprendre des Africains. Je donne l'exemple du mobile money. C'est un usage aujourd'hui qui est unique en Afrique. Nulle part dans le monde, vous allez voir des gens s'échanger autant de biens via le mobile money. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays européen, vous pouvez expliquer jusqu'à demain. Les gens ne comprennent pas encore cet usage-là. Moi, quand je dis à mes potes français, regardez le taxi, j'ai payé par Orange Money. Oui, j'ai fait juste une transaction, il a reçu. Je dis, comment ça, il a reçu? C'est quoi? C'est un virement instantané? Non, c'est pas un virement instantané. J'ai fait dièse 1, 2, 3 dièse, son numéro de téléphone, et 500 francs, et il l'a reçu tout de suite. Ils peinent à comprendre ça. Tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il y ait un sens spécifique à ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le monde où on est, c'est un monde qui est ouvert, où il y a de la concurrence partout, où il y a de la connaissance partout à aller chercher, et que les échanges doivent s'intensifier dans tous les sens, et que j'espère que les acteurs qui nous écoutent vont aussi faciliter ça, permettre aux entrepreneurs africains de pouvoir aller dans ces zones-là pour aller chercher des partenaires, aller chercher de la connaissance, mais également du capital. Effectivement. Chers panélistes, chère audience, merci beaucoup en tout cas pour cet échange, pour ce débat. Merci. C'est très riche et voilà. Merci. Merci.